Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents pour le Startup Award. Donc, nous allons vous présenter, 5 sociétés vont se présenter, vont repitcher à l'oral. Le jury est ici présent. Donc, je vais les laisser un à un se présenter pour commencer. Et puis ensuite, on enchaînera sur les pitchs. Donc, Sabine Durand, je suis directrice de la rédaction de Néo Restauration. Bonjour, Patrick Evenot, je suis maître de conférence associé, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, responsable d'un master hôtellerie. Bonjour, François Blouin, président fondateur de Food Service Vision, leader de l'intelligence économique sur le marché de la restauration. Bonjour, Xavier Aucoin, je suis fondateur et président d'Edgar Suite, Apart Hotel, nouvelle génération. Merci à tous d'être là. Alors pour commencer, donc, les startups qui ont été sélectionnées ont donc fait un premier pitch à l'écrit, on va dire. Et on va commencer par Orbisque, qui va nous présenter. Donc c'est 5 minutes chronométrées. Et puis ensuite, il y aura probablement des petites questions. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Marion Vassel, directrice des ventes France et Espagne chez Orbisque. Je suis ravie d'être là parmi vous cet après-midi pour vous parler de la solution technologique que nous avons conçue il y a maintenant 5 ans pour accompagner donc, les hôtels et les restaurants dans la réduction de leur gaspillage alimentaire. En revanche, j'ai pour changer les slides. Excusez-moi. Donc, on le sait aujourd'hui, le gaspillage alimentaire est un enjeu planétaire. Aujourd'hui, un tiers de tout ce que nous produisons dans le monde chaque année est jeté à la poubelle. Donc notre mission chez Orbisque, c'est d'intervenir en amont sur le volet de la prévention. Donc l'idée, c'est d'éviter vraiment que le gaspillage alimentaire ne soit produit pour avoir un double impact. Le premier, c'est réduire l'empreinte environnementale des sites que l'on accompagne. Et le deuxième, c'est leur permettre d'améliorer leurs performances économiques et donc d'économiser des milliers d'euros en évitant le gaspillage alimentaire. Donc on est une équipe d'une quarantaine de Food Waste Warriors et on travaille chaque jour pour éviter que ces aliments qui sont en parfait état de consommation ne finissent à la poubelle. Donc comment on fait ? Via l'intermédiaire de notre moniteur. Donc voici l'Orbi. Donc ce que vous voyez en dessous de la poubelle de démonstration, c'est une balance qui est rattachée à la partie supérieure du moniteur, qui est elle dotée d'un appareil photo. Et à chaque fois que les équipes de cuisine vont venir jeter des aliments dans la poubelle, on va scanner ces déchets instantanément et ça va nous permettre d'identifier automatiquement quels sont les aliments qui viennent d'être jetés, en quelle quantité, à quel moment de la journée. Et en fait, comme vous le voyez sur cette démonstration, il n'y a aucun bouton sur lequel cliquer, aucune configuration à réaliser. On a vraiment conçu notre solution pour qu'elle soit la plus simple possible à utiliser et la plus automatisée possible. L'idée étant de ne faire perdre aucun temps supplémentaire aux équipes opérationnelles pour pouvoir mesurer le gaspillage alimentaire. Donc notre solution fonctionne grâce à la technologie de reconnaissance d'image. À chaque fois qu'une photo est enregistrée, l'intelligence artificielle va venir identifier les aliments présentés et les étiqueter automatiquement. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière en fait, le contenu de la poubelle. Aujourd'hui, personne ne se penche sur la question. Donc l'idée, c'est vraiment de venir regarder ce qui s'y passe pour identifier les causes du gaspillage alimentaire et pouvoir venir faire des ajustements sur l'ensemble des process de la cuisine. Donc allant de la simple liste de commandes à ce que l'on va servir comme menu, aux quantités servies, etc. Toutes les données qui sont enregistrées remontent sur un tableau de bord, donc auquel chaque équipe va avoir accès. Et l'idée, en fait, c'est de venir analyser le contenu de cette poubelle, analyser ces données, regarder quels sont les aliments qui sont les plus gaspillés, quels sont les jours de la semaine où on a le plus de gaspillage, l'évolution du poids total des déchets semaine après semaine, et identifier également la provenance de ces déchets alimentaires. Est-ce que ça vient plutôt de la production ? Est-ce que ça vient des retours buffets ? Est-ce que ça revient des assiettes clients ? Donc l'idée, c'est vraiment de venir identifier ce qui se passe.
Donc on a le moniteur, on a le logiciel et on a également la troisième chose qui est pour nous un facteur clé de succès, c'est l'accompagnement avec un de nos coachs, donc expert en gaspillage alimentaire. L'idée étant qu'ils viennent fédérer les équipes autour du projet et venir analyser les données ensemble avec le chef pour pouvoir définir des objectifs de réduction et un plan d'action concret à mettre en place pour venir réduire le gaspillage alimentaire de manière concrète. Donc ce que vous voyez en dessous comme photo, c'est l'exemple d'un hôtel qui a réussi à réduire son gaspillage alimentaire sur la catégorie des fruits de 50% en seulement 7 semaines. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser, la réduction du gaspillage alimentaire ne signifie pas l'austérité. Donc ils ont parfaitement réussi à effectuer cette réduction tout en conservant quand même cette notion d'abondance et d'opulence, simplement en jouant sur la taille des récipients, des éléments de décoration, la mixité des couleurs, etc. Donc pour vous donner un ordre d'idée, nos établissements vont réduire de 30% en moyenne la première année et ils attendront 50% dans le courant de la deuxième année. Donc ça, c'est la moyenne de ce que réalise l'ensemble de nos clients. Pour prendre un exemple plus concret que je voulais partager avec vous, donc, on travaille avec le groupe hôtelier Accor et sur la phase de lancement, donc, il y a une dizaine d'hôtels de 6 pays différents qui ont réussi à réduire leur gaspillage alimentaire de 22% en seulement 6 mois. Et en fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Évidemment, réduire leur impact environnemental, mais également, ça leur a permis d'économiser en moyenne par hôtel 15 000 €. Et c'est vraiment ça qu'on va venir chercher aussi avec notre solution, c'est la rentabilité et l'amélioration des performances économiques. Donc aujourd'hui, nos Orbi, on est très contents, on est présent maintenant dans plus de 30 pays dans le monde. Donc on travaille avec des chaînes hôtelières, mais aussi des acteurs de la restauration collective et commerciale. Et l'idée, voilà, c'est d'accroître notre impact. Donc aujourd'hui, on a permis d'éviter plus de 740 000 kilos de déchets alimentaires sur nos 5 premières années. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un objectif très ambitieux. Donc pour 2029, on cherche à atteindre les 2 milliards de kilos évités. Donc, on sera ravis de vous en dire plus, de vous montrer le moniteur en action au stand G12 qui est par là-bas. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite à la fin de ces présentations et on sera ravis de répondre à l'ensemble de vos questions. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, on a vu que c'était très simple finalement pour les employés. Et ensuite, pour qu'il y ait une reconnaissance visuelle par photo, ça veut dire qu'il va falloir que je passe les plats régulièrement pour que l'outil reconnaisse. Et ensuite, si je veux changer très régulièrement ma carte, est-ce que ça va être difficile finalement pour moi? Est-ce que c'est là où ça va me prendre du temps? Oui. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a vraiment aucune configuration, aucun paramétrage à réaliser en amont. Donc, en fait, notre solution reconnaît déjà plus de 2000 ingrédients seuls. Donc, on ne demande pas aux établissements de référencer leurs produits, leurs menus en amont. Vraiment, l'idée, c'est de fournir une solution clé en main. Et donc, pour préciser un petit peu, donc, l'intelligence artificielle reconnaît déjà ces 2000 ingrédients. Et ce qui n'est pas reconnu par la technologie, parce que c'est une technologie qui apprend en permanence, c'est réalisé en interne chez nous par une équipe de personnes qui étiquettent les photos de manière manuelle. Et c'est ça qui en fait nous permet de prendre à notre charge en fait ce temps additionnel pour éviter de l'impacter et de le répercuter sur le client. Votre modèle économique, vous n'êtes pas rentré dans le détail, ça Oui. c'est un abonnement, c'est une prestation qui dépend du volume sauvé en quelque sorte? Alors c'est un abonnement, effectivement, c'est un abonnement, donc c'est une location qui comprend donc le moniteur, le tableau de bord, donc avec l'ensemble des données et l'accompagnement avec le coach. Donc c'est un abonnement et les contrats sont d'1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. De nombreux acteurs ont essayé de s'attaquer à cette question de la réduction des déchets. Oui. Qu'est-ce que vous apportez vraiment de différent et de nouveau par rapport à des WinNow, par rapport à des Mapal ou autres qu'on a déjà vu il y a quelques années? Alors,
Je pense que la grande force d'Orbisc, c'est vraiment la simplicité d'utilisation. C'est ce qui revient des retours équipes, de toutes les phases de lancement que l'on fait avec les partenaires que j'ai cités. C'est que vous avez vu, il n'y a aucun bouton sur lequel cliquer en fait. Et pour les équipes opérationnelles on sait, il y a quand même pas mal de turnover. Il n'y a vraiment aucune formation finalement à recevoir. Et je pense que la simplicité d'utilisation et l'automatisation de toutes les données est vraiment le cœur de notre force aujourd'hui. Oui, alors moi je trouve votre système vraiment très très bien parce que simple et très efficace. J'ai une petite question. Vous avez montré que vous avez fait des analyses par jour. Je voulais savoir si vous détaillez dans la journée, comme vous avez par exemple des hôtels comme clients, est-ce que vous pensez que vous êtes plus efficace sur le petit déjeuner, sur le déjeuner, sur le dîner? Est-ce que vous avez sur le week-end, sur la semaine Alors, en fait, c'est vrai que ça va vraiment dépendre des structures que l'on accompagne. Parce qu'il y a des structures que l'on accompagne, par exemple des entreprises dans la restauration collective qui vont juste avoir le service du midi. Sur un hôtel, en général, on n'est pas surpris de voir que c'est le petit déjeuner buffet qui va être très générateur de gaspillage alimentaire. Et après, derrière, tout de suite, c'est tout ce qui va être banquet. Donc, je ne sais pas trop comment répondre à votre question, dans le sens où ça va vraiment dépendre de la taille de l'établissement, aussi également, et c'est important de le noter, de l'engagement des équipes. Parce que nous, il faut qu'il y ait des actions qui soient mises en place. Donc en fait, les résultats vont aussi dépendre de ces actions qui sont mises en place derrière. Oui, mais vous détaillez dans la journée ou oui. vous êtes en bloc journée? Ah oui, non, vous voulez dire, on peut observer tout à fait le flux de gaspillage alimentaire par heure de la journée, tout à fait. Donc l'établissement peut filtrer dans le tableau de bord et voir par service. Donc il peut filtrer petit déjeuner, déjeuner, dîner. Il peut également regarder l'évolution du gaspillage par heure de la journée. Oui. D'accord. Et j'avais une autre petite question. Vous avez parlé d'entreprises très organisées comme les groupes hôteliers ou la restauration collective. Est-ce que vous pensez que ça s'adapte bien à un petit restaurant de quartier qui, lui, a peut-être moins de capacité de formation et de sensibilisation? Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est pas tant au regard de la capacité de formation et de sensibilisation que j'émettrais une réserve, c'est plutôt par rapport à la quantité de gaspillage alimentaire qu'il va générer. Donc en fait, un établissement qui va générer une très faible quantité de gaspillage alimentaire par jour va pas forcément avoir de retour sur investissement en prenant une solution comme la nôtre. Donc on ne va pas forcément recommander à ces établissements de prendre la solution avec l'intelligence artificielle. On a des solutions plus light, entre guillemets, qui ne comprennent pas toute la technologie qui identifie automatiquement les aliments, mais qui va juste mesurer, identifier visuellement et peser. Donc ça peut être une alternative. Et l'idée dans le futur, c'est effectivement de pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs de la restauration, allant jusqu'aux plus petits établissements. Mais aujourd'hui, la solution telle que je vous l'ai présentée, elle est plus adaptée à des établissements qui vont avoir des plus gros volumes de déchets. D'accord. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Oui, bien sûr. Dans un restaurant, il y a deux poubelles. Il y a la poubelle alimentaire et la poubelle emballage. Et je voulais savoir si vous aviez réfléchi ou si vous avez une solution sur le gaspillage des emballages et la gestion de l'optimisation des emballages. Alors, vous n'êtes pas le premier à me poser la question, mais non, on n'a pas réfléchi à ce type de solution parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire sur le volet des déchets alimentaires et on est vraiment très focus sur ce volet-là aujourd'hui. Merci. Mais merci à vous. Merci. Merci. On va maintenant accueillir Maxime, société Sponteos. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Maxime Gauvin et je suis venu du Canada pour vous parler d'upselling. Donc, en fait, si vous offrez des surclassements gratuitement, en fait, si vous êtes un hôtelier et que vous offrez des surclassements gratuitement ou que vous dépendez de votre personnel d'accueil pour faire de la vente incitative, eh bien, je m'adresse à vous. En fait, si vous n'avez aucune stratégie d'upselling en ce moment, bien, en fait, on a une solution pour vous et cette solution s'appelle Sponteos. En fait,
On a une solution qui va vous permettre d'augmenter de façon instantanée et très rapidement votre revenu par chambre. Et cette solution-là, comme je vous ai dit, c'est Sponteos, c'est une solution qui est automatisée et puissante, ludique et qui peut vous permettre de générer des revenus incrémentaux de façon instantanée. Donc, le fonctionnement est très simple. Tout d'abord, la plateforme va envoyer des SMS ou des courriels ou des messages textes à vos invités de façon entièrement automatisée pour les inviter à miser pour une chambre supérieure. Évidemment, la plateforme tient compte en temps réel des disponibilités des chambres. Par la suite, votre client reçoit son courriel, clique sur un lien et est redirigé vers une page d'enchères où il peut facilement miser pour un surclassement de chambre. Et en fait, vous définissez le minimum, le maximum, donc les enchères sont toujours pertinentes. Puis, vos clients peuvent facilement ajouter des extras, donc tous les extras que vous avez, que vous pouvez offrir. On parle de late check-out, early check-in ou de départ tardif. Donc, c'est une façon très simple, très rapide pour vos clients de bonifier leur séjour et de personnaliser leur séjour. Évidemment, ça peut être des prix dynamiques. On est lié en temps réel avec le PMS que vous utilisez. Puis, une fois que les offres sont envoyées, vous, comme hôtelier, pouvez facilement accepter ou refuser les offres. Et on est, comme j'ai mentionné, c'est une plateforme qui est entièrement automatisée. Donc, vous pouvez définir un moment dans la journée où accepter les meilleures offres et vous allez pouvoir générer des revenus incrémentaux sans aucune intervention manuelle. Et vous pouvez aussi créer avoir des critères d'acceptation très précis. On est une plateforme automatisée, je le répète, donc vous pouvez envoyer vos requêtes à des moments prédéfinis, accepter de façon automatisée les meilleures offres et évidemment, une fois que l'offre est acceptée, l'information est transmise automatiquement à vos outils de gestion, donc à vos PMS. On est intégré avec une foule de PMS, on a plus de 35 intégrations maintenant, donc on parle par exemple d'Opera, de Muse et on en a plein d'autres. Si votre intégration n'est pas là, ça va nous faire plaisir évidemment de la rajouter. On offre aussi des options de segmentation très puissantes pour être en mesure de rejoindre de façon précise les bons segments de marché. Donc, vous pouvez décider d'envoyer des courriels de façon distincte par rapport aux certains types de tarifs, à la classification de vos clients, à la provenance des sources de réservation et il y a une foule d'autres possibilités. C'est une plateforme qui est en marque blanche, donc les courriels que les clients vont recevoir vont être à l'image de votre propriété avec votre nom de domaine. La même chose pour la page d'enchères. Donc, tout ça, c'est à l'image de votre propriété. C'est pas long. En fait, il y a un effet qui est assez important sur beaucoup de bénéfices en fait à utiliser cette solution-là. Premièrement, évidemment, vous générez des revenus incrémentaux. Donc, je dirais c'est du profit quasi brut à chaque vente. Vous êtes en mesure d'optimiser votre inventaire, d'automatiser votre processus de surclassement. Ça permet aussi de vous démarquer avec une expérience ludique que les clients apprécient, donc un effet de gamification qui est intéressant. Et finalement, bien, ça permet d'augmenter la satisfaction de la clientèle, donc c'est un produit qui est bien apprécié. On a des résultats qui sont assez impressionnants. Donc, on a des hôteliers qui ont été en mesure d'avoir jusqu'à 50% de taux de clic. Donc, près d'une personne sur deux, non seulement ouvre le courriel, mais clique sur le lien pour miser, pour faire un enchère. On a des conversions aussi qui sont très, très bonnes, donc jusqu'à 15% de taux de conversion et jusqu'à 60 € que nos clients peuvent générer par chambre par mois. Donc, en fait, si vous n'avez pas de solution d'upselling en ce moment, vous laissez de l'argent sur la table. Et pour finir, on a une tarification qui est assez simple, sans frais cachés. Donc, c'est un modèle à commission seulement. On facture 16% de commission, sans aucun frais d'intégration, sans aucun billing minimal, aucun frais de connectivité. Donc, bref, aucun contrat à long terme. On fait de l'argent seulement si vous, comme hôtelier, génèrez des profits. Donc, voilà, c'était tout pour Sponteos. Si ça vous intéresse, je vous invite à soit aller sur notre site web, réserver une démo, aller nous visiter au stand qui est juste derrière, donc le stand V33. Merci beaucoup.
votre solution a l'air très attractive pour les hôteliers. Aujourd'hui, vous êtes implanté auprès de combien d'hôteliers et dans quelle zone géographique? C'est une très bonne question. On a présentement près de 170 hôtels. On a intégré, en fait, la majorité de nos clients est en Europe. On a une base très, très solide en Europe. On a une base aussi très solide sur Paris et en France. On a des clients au Canada, aux États-Unis, on en a aux Philippines, on en a en Suisse, en Allemagne. Donc, c'est très, très diversifié en Amérique du Sud aussi. Voilà, on a plusieurs PMS, donc ils sont distribués partout dans le monde. Oui, oui, je trouve aussi le concept vraiment très intéressant. En fait, c'est un peu le concept de l'aérien qu'on adapte à l'hôtellerie. Hein, on va essayer de vendre. Sur votre site, j'ai vu que vous récupériez aussi les clients des OTA. Oui. Donc, que ce soit un client d'OTA ou pas, est-ce que l'OTA voit ça d'un bon oeil? Est-ce qu'ils vous ont pour l'instant contacté? Est-ce qu'ils veulent une part du gâteau? Comment ça marche? C'est une très bonne question. En fait, on n'a jamais eu de retour des OTA. En fait, les OTA ne savent pas, n'ont pas de façon de savoir aussi que nous, on fait ça. Mais ceci dit, ça va très bien. En fait, il y a une portion substantielle des upsells qui sont générés via les clients d'OTA. Donc, ça fonctionne très bien pour les hôteliers, mais non, il n'y a pas eu de retour des OTA. D'accord. J'avais une deuxième question, c'est sur vous avez dit que ça améliorait la satisfaction client. Oui. Est-ce que vous avez nous donner un taux de retour négatif, par exemple, puisque c'est des enchères, elles sont acceptées ou pas? Quel est le taux d'acceptation des enchères et est-ce que la satisfaction client fonctionne aussi si l'enchère est refusée? Mais ça, c'est un très beau point. Le taux d'acceptation varie énormément selon les propriétés, selon le moment de l'année, selon la disponibilité des chambres. C'est une question qu'on a, je dirais, de façon fréquente de la part des hôteliers au départ. Mais on n'a jamais eu de retour de clients, qui avaient des clients qui étaient frustrés qu'une offre soit déclinée parce qu'à la base, comme c'est un système d'enchères, les clients comprennent assez facilement que l'offre pourrait être acceptée ou refusée. Donc, ça va un peu de soi quand on fait une mise que ça peut être refusé, mais ça génère beaucoup de satisfaction quand l'offre est acceptée, évidemment. Peut-être une question complémentaire sur la ventilation de l'upselling. Il y a du surclassement et puis des prestats complémentaires. Oui. Quand vous dites 60 € par mois, par exemple, ça comprend les deux types de revenus ou uniquement le surclassement? Ça comprend les deux types de revenus, mais je vous dirais que c'est très variable selon aussi le type de propriété, évidemment. Mais la majorité, en fait, pour l'instant, la majorité des revenus proviennent des surclassements de chambres. Puis une portion peut-être de l'ordre de 20% à 25% sur les produits. Bravo, merci Maxime. On va maintenant accueillir Fulsoon. La semaine dernière, le programme des Nations Unies pour l'environnement publiait un rapport sur le gaspillage alimentaire. 1 milliard de repas étaient jetés en 2022 tous les jours par la population mondiale. C'est non seulement un désastre mondial quand on sait qu'un tiers de l'humanité fait face à l'insécurité alimentaire, mais c'est aussi un échec environnemental. Imaginez-vous, si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le 3e pays le plus pollueur au monde. Alors oui, au Food Hotel Tech, vous allez découvrir de nombreuses solutions. Des solutions qui vont vous permettre de faire des diagnostics, qui vont vous permettre de mesurer le gaspillage alimentaire une fois qu'il est dans la poubelle et qu'il a eu lieu. Mais si je vous proposais d'arrêter de mettre un pansement sur un bout de bois et d'agir en amont, avant que ce gaspillage alimentaire n'ait lieu. C'est la promesse qu'on s'est faite avec mon frère et ma sœur il y a 2 ans en créant Fulsoon. Fulsoon, c'est une solution d'intelligence artificielle qui permet aux acteurs de la restauration
de venir anticiper leurs ventes et optimiser la gestion de leur stock pour, in fine, réduire le gaspillage alimentaire. Alors, comment ça fonctionne? On vient se connecter en fait au logiciel de caisse des restaurants et on vient collecter toute l'information que vous avez basiquement sur un ticket de caisse. En gros, c'est quoi? C'est la date, l'heure à laquelle le client est venu, ce qu'il a commandé et le prix qu'il a payé. Ça nous donne un historique, des tendances de consommation. À ça, on vient combiner tous les paramètres externes qui peuvent impacter l'activité d'un restaurant. La météo, les événements sportifs, les événements culturels, les événements calendaires. Et grâce à l'intelligence artificielle, on vient pousser un certain nombre de prévisions au restaurant. On vient indiquer au restaurateur jusqu'à 2 semaines à l'avance le nombre de clients qui viendront dans son établissement, les plats qui vont être consommés, et on va même jusqu'aux ingrédients en lui disant exactement les ingrédients dont il aura besoin pour répondre à cette demande. Le restaurateur arrête de surproduire, arrête de surstocker et commande uniquement auprès de ses fournisseurs les bonnes quantités dont il a besoin au bon moment. Il réduit donc ses pertes. En 2 ans, Fullsoon a réussi à convaincre près de 1500 établissements. On leur a permis de réduire de près d'1 tiers les pertes liées au gaspillage alimentaire dans chacun de leurs points de vente. Mais on leur a aussi permis de réduire de près de 20 heures le temps qu'ils allouaient à ces tâches chronophages qu'ils faisaient manuellement et d'augmenter de près de 6 points le point de marge au niveau de leur coût matière. Et ces arguments-là sont essentiels pour les convaincre, les inciter en fait à rejoindre cette initiative et venir vraiment réduire leur empreinte carbone. On essaie de réconcilier RSE et rentabilité pour vraiment que ce soit des acteurs majeurs qui soient moteurs dans cette démarche. La solution a tellement bien marché que Accor, un de nos clients, est devenu actionnaire chez nous parce qu'il souhaitait permettre à l'entièreté de son groupe, donc c'est près de 10 000 restaurants, de bénéficier de cet outil pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. Mais notre combat, ne se limite pas uniquement au secteur de la restauration. Nos ambitions sont beaucoup plus grandes. C'est pour ça que l'année dernière, au mois d'octobre, on a été invité par les équipes de Joe Biden à la Maison-Blanche pour présenter notre travail de lutte contre le gaspillage alimentaire et les accompagner dans la réflexion sur les différentes mesures pour pallier à ce fléau, notamment aux États-Unis. Forbes, l'année dernière, que ce soit au moment du classement 30 Under 30 ou les 40 femmes les plus influentes de France, a défini Fullsoon comme un créateur de mouvement. Parce que vous l'aurez compris, le gaspillage alimentaire, ce n'est pas une fatalité, mais c'est un combat qu'on ne peut pas mener seul. Alors c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que c'est l'affaire de tous et on vous propose de rejoindre ce mouvement. Merci. C'est quoi le modèle économique justement de Fullsoon? Alors c'est un SaaS qui a été conçu avec les acteurs de la restauration, donc aussi bien les chefs, les commis, les serveurs et les directeurs de restaurants. Ils peuvent y accéder sur ordinateur, tablette ou mobile et ils souscrivent à un abonnement mensuel. Oui, bonjour. Donc j'ai vu effectivement que c'était assez impressionnant. Est-ce que concrètement, quelles sont les données que vous intégrez? Quelles sont les problématiques que vous avez pu avoir? Où allez-vous chercher de la donnée? Est-ce que vous l'achetez? Est-ce que vous la captez? Comment ça fonctionne? Je pense à la météo, je pense ici on est dans une zone de salon par exemple. Si le restaurant qui est en face, il fonctionne en fonction des salons, c'est de la donnée. Comment vous faites par rapport à toute la data? Et comment vous gérez l'historique d'un restaurant? Combien de temps il faut pour que le restaurant puisse en tirer profit? Est-ce qu'il lui faut 3 mois, 6 mois, 1 an d'antériorité? Bien sûr. Alors, pour répondre à toutes vos questions dans l'ordre, nous, aujourd'hui, en fait, on analyse 2 types de données principales. Je vous l'expliquais, en fait, on se connecte au logiciel de caisse. Donc, en fonction du logiciel avec lequel travaille le restaurant, on s'intègre. Aujourd'hui, on a intégré une 30aine de logiciels différents. Et on vient vraiment analyser au niveau de ses historiques de vente, la date, l'heure à laquelle il est venu, ce qu'il a consommé précisément et le prix qu'il a payé. L'historique, on peut remonter. L'idéal, en fait, c'est d'avoir 2 ans d'historique.
pour non seulement avoir les effets de saisonnalité, mais d'une année sur l'autre, avoir des points de repère pour pouvoir les comparer et entraîner nos modèles. Plus il y a d'historique, vu qu'on parle d'intelligence artificielle, plus on a de volume de données, plus les modèles sont performants. Aujourd'hui, on atteint jusqu'à 94% de précision dans la fiabilité de nos modèles. Et donc ça, c'est le premier niveau d'information qu'on agrège. Ensuite, on se connecte à beaucoup de sources de données en open source, open data, pour ce qui va être de la météo. Parce qu'en fait, on travaille aujourd'hui avec beaucoup de grands groupes, des réseaux de franchises par exemple, mais on travaille localement au niveau du point de vente. Donc on est obligé localement d'aller analyser la météo sur ce point de vente et venir analyser tous les événements qui gravitent autour. Donc en fait, il y a énormément aujourd'hui de sources de données type Eventbrite, type LiveScore, qui référencent tous les événements par exemple, sportifs auxquels on est intégré pour venir récupérer toute cette information événementielle, culturelle, sportive partout dans le monde. Alors, vous parlez beaucoup de data et de technologie. Il y a 2 ans, quand vous êtes arrivé, vous étiez un des premiers à parler d'IA. Tout ça, c'est super, mais comment vous faites pour onboarder les restaurateurs, les opérateurs, les opérationnels, pour qu'ils s'approprient cette data et prennent des décisions? Ouais. Alors, du coup, déjà, il y a un gros travail au moment de l'onboarding qui est fait. En 2 ans, on a automatisé un maximum de tâches parce qu'on s'est aperçu que ça pouvait être un frein pour les restaurateurs de passer trop de temps dans le paramétrage, etc. Donc aujourd'hui, tout ce qui est fiches techniques, quel que soit le format, on les récupère et avec des techniques qu'on a développées en interne d'automatisation, on vient extraire la donnée pour pouvoir l'intégrer directement dans nos outils. Idem pour toutes les informations relatives aux fournisseurs, au mercurial. Tout ça, c'est automatisé pour que le restaurateur n'ait pas à le faire. Le travail qu'on lui demande à lui de son côté, c'est vraiment de venir faire un inventaire, une photo à la dater, parce que ce travail-là, nous, on ne peut pas le faire à leur place, pour avoir une visibilité de l'état de leur stock quand on démarre. Mais c'est vraiment le seul travail que le restaurateur fait. Ensuite, au niveau de l'appropriation de la donnée, et c'est pour ça que pour nous, c'était vraiment important de construire l'outil avec les premiers utilisateurs, les premiers concernés, parce qu'en fait, on voulait un outil ergonomique et que les restaurateurs puissent bénéficier vraiment très clairement des informations dont ils ont besoin. Donc, par exemple, une des informations clés pour eux, c'est les recommandations de commandes auprès des fournisseurs. Donc, directement dans le module stock, ils ont l'information des quantités à racheter qui est indiquée. Et ils peuvent automatiser cette transmission de données vers leurs fournisseurs pour ne pas avoir en fait à y penser, éviter les erreurs humaines, éviter les oublis, éviter les ruptures ou ce genre de choses. Et ensuite, on a bien évidemment développé un certain nombre de modules d'analyse, de reporting, qui peuvent non seulement être utilisés à l'échelle du point de vente par les directeurs de restaurants, mais également au niveau des sièges pour consolider la donnée et pouvoir bénéficier de toutes ces analyses poussées, de toutes ces prévisions de vente, prévisions du chiffre d'affaires, performance de chacun de leurs établissements de manière consolidée et simple. Merci. Merci François. Merci beaucoup. Merci. Merci la société Fullsoon. On va maintenant accueillir Carbon Maps. Merci. Test. Face à la crise climatique et à la pression réglementaire croissante, les acteurs de l'agroalimentaire adoptent des climats ambitieux. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ils sont de plus en plus à adopter des stratégies, des objectifs de réduction qui sont très ambitieux. Next slide. Sauf qu'ils font face à 2 problèmes. Le premier, c'est mesurer le scope 3 qui pèse au bas mot 80% de leur impact, où ils doivent récolter de la donnée à travers des fournisseurs qui sont très peu digitalisés. Et la deuxième partie, qui est en interne de l'entreprise, où il faut que les départements aient des synergies et puissent mettre en place ces stratégies qui étaient faites par les directeurs RSE. Par conséquent, aujourd'hui, 93% des objectifs qui ont été mis en place par les entreprises ne vont pas être atteints. Et c'est pour faire face à ce problème que nos fondateurs, Estelle, Patrick et Jérémy, ont réuni leur expérience agroalimentaire et climatique pour faire en sorte que les entreprises puissent atteindre leurs objectifs climatiques. L'impact chez Carbon Maps a toujours été dans notre ADN, notamment via Patrick qui avait créé
une start-up qui s'appelle Food Cherry et qui était pionnière dans la livraison de repas végétariens. À la fin de la présentation, je suis sûre qu'on maîtrisera très bien ce petit bouton. Et donc, vous l'avez compris, peut-être. Donc nous, notre mission, ça va être d'aider finalement tout le secteur alimentaire à atteindre ses objectifs environnementaux en s'attaquant au scope 3. Peut-être un mot sur le scope 3. En fait, c'est 80% vraiment de votre bilan carbone. Et dans le scope 3, vos intrants alimentaires, pour la restauration, ça va être plus de 90% de votre scope 3. Donc, si vous résolvez le problème du scope 3, en gros, vous avez résolu le problème de votre bilan carbone. Alors, très concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on a développé une plateforme logicielle. Je suis désolée, ça bug un peu, bon, c'est pas très grave. On a développé une plateforme logicielle qui est dotée de 3 modules différents. Le premier module, c'est un module d'évaluation. Donc, on va mesurer l'impact environnemental de vos recettes, de vos ingrédients, de votre packaging alimentaire et de vos fournisseurs. Vous allez obtenir finalement une première photo. Dans un deuxième temps, ensuite, on va vous permettre de communiquer cet impact. Que ce soit avec vos consommateurs finaux, en apposant un petit label bas carbone sur vos recettes dans votre restaurant, ou que ce soit avec vos clients B2B, vous pourrez communiquer un devis carbone lors des appels d'offres. Et puis enfin, le plus important, on va vous aider à réduire, et ce grâce à 2 modules. Un module d'éco-conception, où on va vous aider à faire des recettes bas carbone, et puis un module d'achat qui va permettre d'implémenter un sourcing durable. Aujourd'hui, pour être très concret, donc on est une start-up qui a à peu près 1 an d'existence, et on travaille déjà avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, des coopératives et des producteurs jusqu'au food service. Aujourd'hui, on est sur un salon Food at Teltech, donc je vais vous donner 3 use cases qu'on a sur le food service. Le premier, avec Big Mama, on les aide à valoriser leurs pratiques de sourcing durable. Et puis, on va essayer aussi de les aider à trouver des producteurs qui sont peut-être un peu mieux disants d'un point de vue environnemental. Un autre use case, c'est avec Maison Landmen. On les a aidés à éco-concevoir donc une nouvelle gamme de produits véganes. Et enfin, dernier use case, c'est avec Foodles. En fait, on a évalué toutes leurs recettes pour qu'eux puissent apposer un petit label sur toutes leurs recettes dans les frigos. Voilà, donc 3 use cases différents. Peut-être que vous vous reconnaissez dans l'un d'eux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous solliciter. On est sur le stand H08 au pôle RSE. Et puis alors, finalement, une fois qu'on a dit tout ça, quelle est notre ambition ? Nous, notre ambition, c'est vraiment d'aller créer le SAP de l'environnement en ajoutant plein de modules, des modules de sourcing durable, des modules d'éco-conception, pour intégrer la donnée environnementale dans tous les processus métiers existants. En fait, si je devais vous résumer, dans les solutions RSE, on a 2 grands types de solutions. Un premier type, ça va être des solutions de reporting, vraiment de bilan carbone et de reporting réglementaire. Et puis un deuxième type de solution, ça va être vraiment d'opérationnaliser les trajectoires de réduction. Concrètement, sur le terrain, on fait quoi ? Carbon Maps est là pour vous aider à répondre à cette question. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On serait ravis de répondre à vos questions. Et comme vous le voyez, on a fini par maîtriser cette petite manette. Alors, sur quels outils vous allez vous appuyer pour calculer l'empreinte carbone, déjà ? Et ensuite, je croyais que c'était aussi plus large que la seule empreinte carbone. Je croyais que c'était aussi l'eau et peut-être d'autres types d'indicateurs. Oui. Alors, pour répondre à vos 2 questions, la donnée, en fait, on fait plusieurs types d'évaluations avec plusieurs types de données différentes. La donnée, dans nos évaluations les plus simples, la donnée vient d'Agribalise. C'est une base de facteurs d'émission à l'échelle nationale tenue à jour par l'ADEME. Voilà. Après, on peut aller chercher des données plus spécifiques, notamment en récoltant des informations auprès des fournisseurs. Et pour ça, on a
un espace dans la plateforme où on peut envoyer des questionnaires aux fournisseurs et ils peuvent répondre directement dans la plateforme. Vous avez raison. On mélange beaucoup impact environnemental et empreinte carbone. C'est vrai que par abus de langage, parfois on dit empreinte carbone, mais en réalité, on mesure vraiment l'empreinte environnementale. Notre plateforme se base sur la méthodologie de l'analyse de cycle de vie. C'est une méthodologie très normée à la fois au niveau européen et international qui calcule 16 indicateurs. Dans les 16 indicateurs, il y a l'empreinte carbone, mais il y a également la consommation en eau et d'autres indicateurs qui parleront peut-être moins, mais comme par exemple l'eutrophisation des sols, qui sont des proxys de la biodiversité, par exemple. Voilà. Oui. Bonjour. Je crois que vous n'êtes pas que dans la food, vous êtes un peu plus global que ça. Et moi, je voulais me poser la question, parce que vous avez bien dit, effectivement, le scope 3, c'est l'immensité, c'est la face invisible de l'iceberg. Dans le scope 3, il y a énormément de choses. Il a été précisé ou divisé en plusieurs pôles. Nous, dans l'hôtellerie-restauration, on a des clients qui viennent en avion, en voiture, en train. Ça rentre énormément dans le scope 3. Il y a des salariés, il y a les trajets de travail, ils sont pris. Et les établissements ne sont pas égaux entre eux, entre un établissement qui est au centre de Paris et un établissement qui est à Saint-Bonnet-le-Froid. Il ne va pas du tout avoir la même empreinte carbone. Donc je voulais savoir comment vous gériez un petit peu ça dans nos domaines particuliers d'hôtellerie et de restauration. Alors, nous, le cœur de notre outil, c'est quand même donc de s'attaquer au food and beverage. Hein. Donc, on fait des bilans carbone qui intègrent donc toutes ces données de déplacement, mais ça ne fait pas vraiment partie du cœur de l'outil. Donc, en fait, nous, ce qu'on conseille à nos clients sur ça, c'est que finalement, c'est pas... évidemment, le bilan carbone va changer si vous avez des clients qui viennent de très loin ou des clients qui, au contraire, sont à proximité. Mais ce n'est pas là que sont vos leviers de réduction où finalement, vous ne pouvez pas vraiment influencer sur vos clients. Après, vous pouvez proposer ou décider de prendre à charge certains trajets pour qu'ils soient plus green pour vos clients, mais finalement, ce n'est pas là qu'est votre travail. Votre travail, il est de faire en sorte que déjà, votre chaîne de valeur à vous, vos fournisseurs, et puis votre scope 1, scope 2, soit le plus bas possible. Ensuite, les émissions des clients, c'est évidemment plus... souvent, d'ailleurs, quand on fait un bilan carbone, on enlève les émissions des clients. En fait, on fait une présentation avec, une présentation sans, pour ne pas fausser. Bonjour, vous présentez comme plateforme de comptabilité environnementale pour l'industrie. Ici, on est à Food Hotel Tech, donc on s'adresse notamment aux hôtels et restaurants indépendants. Comment ces acteurs-là peuvent trouver leur bonheur dans vos solutions, finalement? Est-ce que vous savez les aider eux aussi à se transformer? C'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, pour être vraiment transparent, nous, on travaille surtout quand même avec des groupes d'une certaine taille, pour la simple et bonne raison que s'il n'y a personne pour gérer le sujet RSE plein temps, c'est vraiment très difficile d'utiliser un outil comme le nôtre et vraiment de prendre à bras-le-corps le sujet. Donc, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être des plateformes dont le coût et la sophistication sont plus appropriés pour des restaurants indépendants. Nous, on va vraiment plutôt travailler avec des restaurants qui ont déjà un certain nombre de points de vente. Après, on ne parle pas non plus forcément de groupes qui font plusieurs milliards de chiffres d'affaires, mais par exemple, un restaurant comme Big Mama, ils ont 25 points de vente à peu près. Voilà, en fait, en général, on commence quand même à partir d'une vingtaine de points de vente. Ok, très clair. Merci. Merci. Juste pour compléter un peu la question intéressante de mon collègue, aujourd'hui, ce sont les entreprises de plus de 500 salariés qui ont des obligations. Est-ce que vous avez des entreprises de moins de 500 salariés qui n'ont pas d'obligations et qui vont vers vous et qui mettent en place cette comptabilité? Ou est-ce que c'est uniquement des entreprises qui le font par obligation? Oui. Non, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'obligations réglementaires, mais dont la pression réglementaire influe quand même sur leur acte d'achat. Par exemple, je vous donne le cas de Potel et Chabot avec qui on travaille, et eux ont scoré toute leur mercurial, notamment pour être capable de mettre en valeur le critère environnemental dans leurs appels d'offres quand ils répondent à des appels d'offres. Donc c'est plus dans une optique d'être compétitif sur le plan commercial. Ils n'ont aucune obligation réglementaire de le faire, et pourtant
ils veulent préempter la chose. Donc ça peut être un objectif commercial, ça peut être un objectif financier, quand vous, par exemple, vous ouvrez de nouveaux restaurants et vous contractez de la dette à impact, vous avez une réduction de taux d'intérêt si vous atteignez certains objectifs de réduction, notamment sur le scope 3. Donc ce n'est pas forcément réglementaire, pour répondre à votre question. Donc ça renvoie aussi un petit peu à votre business model. Finalement, ça veut dire que la logique n'est pas que économique. L'abonnement, j'imagine, à votre solution SaaS n'est pas forcément compensé par des économies, mais c'est plus des avantages extra-bilanciels que vous évoquez, on va dire de l'actif immatériel, dans l'image qu'on a vis-à-vis de différentes contreparties. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, la translation RSE financier ne se fait pas encore complètement bien, puisque toutes les sociétés n'ont pas intégré un prix interne du carbone. Mais nous, notre vision et notre conviction, c'est que en fait, dans même moins de 5 ans, en fait, la translation va se faire très simplement et donc on aura un ROI qui sera vraiment pour le coup très tangible sur le plan financier, quoi, et pas que environnemental. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Carbon Maps. Alors merci à tous pour votre présentation. On va laisser 5 minutes au jury pour... Ah, pardon. Eh bien alors je raconte des bêtises, autant pour moi. Hagrid qui va nous présenter sa solution. Désolée. Bonjour à tous, j'ai la lourde tâche de terminer ces présentations. Je suis Jean-Pierre, je suis un des cofondateurs de la société Hagrid et on va parler d'énergie. On va terminer par le petit volet énergie. Voilà, donc on est spécialisé en efficacité énergétique dans le domaine de l'hôtellerie et plus spécifiquement, on a développé une solution logicielle de gestion active pour diminuer vos dépenses de chauffage et de climatisation. Alors, quand on pense à améliorer l'efficacité énergétique de son bâtiment, on va quasi systématiquement penser aux aspects de rénovation. Donc, j'améliore l'isolation de mon bâtiment, je change mes systèmes pour avoir des systèmes plus efficaces, notamment des pompes à chaleur. Alors, chez Hagrid, on ne parle pas de rénovation, on ne parle pas de travaux. On propose une vision qui est plutôt logicielle, donc qui est basée sur la gestion et l'utilisation de l'énergie. Alors, on n'est pas du tout opposé, c'est pas ce que je dis, on n'est pas du tout opposé à la rénovation, il faut le faire et ça va dans le bon sens. Mais nous, on part du constat suivant, en tout cas du point de vue suivant, le bâtiment est ce qu'il est, donc il est bien isolé ou pas, il a des systèmes efficaces ou pas, et on va faire en sorte d'utiliser tout cet ensemble de la manière la plus sobre possible, en faisant la traque au gaspillage énergétique. Voilà. Les bienfaits en fait, du logiciel comparés à de la rénovation sont assez évidents. Donc, c'est des gains qui sont immédiats. C'est une installation qui est très très rapide et qui ne nécessite pas l'arrêt de l'activité, même partielle. Voilà. Donc, il n'y a pas de perte de chiffre d'affaires associée à ça et qui est infiniment moins cher. En termes d'économie qu'on peut atteindre, donc ça se situe en moyenne à 20%, on peut aller jusqu'à 35% d'économie d'énergie. Voilà, donc en fait, en d'autres termes, on arrive à reproduire avec du logiciel des taux d'économie qui sont du même ordre de grandeur de ce qu'on peut atteindre en rénovation, avec un taux de retour sur investissement qui est 10 fois supérieur. Voilà. Voilà. Et pour la petite anecdote, parce que c'est une question qui revient souvent, on fait les mêmes taux d'économie sur des bâtiments qui sont efficaces, fraîchement rénovés, puisque justement on vient se passer sur un aspect de gestion d'énergie qui est complémentaire à l'aspect rénovation. Donc voilà. Après vous avoir expliqué tout ça, je pense que vous vous demandez comment ça se passe en pratique. Alors la réponse courte à cette question, c'est que ça se passe vite et bien. Voilà, donc l'installation prend entre une demi-journée à une journée. D'accord, nos équipes d'installation vont venir centraliser la gestion de vos équipements de chauffage et de climatisation via un petit boîtier. Ce boîtier va être connecté sur votre réseau informatique pour y avoir accès à distance. Donc j'insiste vraiment, on ne pose pas de capteurs supplémentaires, on ne se déplace pas dans les chambres, donc il n'y a pas de dérangement des occupants. On n'a même pas besoin d'éteindre le chauffage ou la climatisation, donc tout se passe. Vos clients ne savent même pas qu'on est dans l'établissement.
au moment de faire l'installation, et c'est pour cela que l'installation est très rapide. À partir de là, s'ensuit un mois d'observation. Donc le logiciel va observer le comportement de votre bâtiment, enregistrer toutes les données qui transitent sur le système CVC. Donc CVC, c'est pour chauffage et climatisation. Voilà. Et on va croiser cette donnée avec de la donnée externe, de la météo, la donnée de vos compteurs de communicants d'énergie. Et en croisant toute cette donnée, on arrive à déterminer le comportement de votre bâtiment. Et effectivement, il y a des modèles d'intelligence artificielle qui vont venir personnaliser automatiquement le pilotage pour qu'il soit adapté à votre bâtiment et à vos habitudes. Voilà. À l'issue de ce mois, en fait, nos équipes vous recontactent, vous donnent les accès à une interface, vous forment sur l'outil pour qu'ensuite vous soyez totalement autonome. C'est hyper simple d'utilisation. Et puis, on va lancer le pilotage automatique ensemble. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, du coup, que le système va envoyer des consignes automatiques au système de chauffage et de climatisation et va commencer à faire la traque au gain énergétique. Voilà, donc en pratique, on va allumer, éteindre des systèmes, changer des températures de consigne pour faire des gains. Voilà. Effectivement, les occupants conservent la possibilité d'avoir accès au thermostat dans les chambres, hein, et d'appliquer leurs propres consignes. Et le logiciel, justement, réagit en temps réel pour effectivement respecter leur volonté. Voilà, respecter leur volonté. Et puis voilà, je vais terminer la présentation en disant que l'ambition de la société Agride, en fait, c'est vraiment d'essayer de révolutionner la gestion de l'énergie dans le domaine du bâtiment. Donc on commence par le poste de chauffage climatisation parce que c'est le plus gros poste qui existe. Alors on est déjà en train de rajouter d'autres postes de consommation. Voilà. Et donc, ce qu'on est en train de faire, vraiment, c'est de recréer ce qu'on appelle une GTB, donc gestion technique du bâtiment, qui est d'ailleurs déjà reconnue comme étant une GTB de classe A par les autorités compétentes sur le domaine, et donc qui nous permet de proposer notamment des sources de financement qui sont financées par le mécanisme des C2E, voilà, qui est un mécanisme proposé en France. Et je me permets d'insister parce que c'est un double intérêt. Donc il y a un intérêt à la fois économique pour générer des gains via notre logiciel, un intérêt réglementaire. Et voilà. Et cette aide est doublée jusqu'à fin juin. Donc je vous invite à venir nous voir sur notre stand. On est sur le stand V11 pour discuter de ces questions. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être une première question, oui, sur votre modèle économique. Donc, du coup, vous êtes sur un partage de cette création de valeur. Est-ce que vous êtes sûr de vous à ce point-là ou c'est un abonnement? Ça se passe comment? Alors, on est effectivement assez sûr des gains. En fait, il y a une question en fait, de calcul de l'économie d'énergie, puisque ça, c'est une question qui est ouverte et qui est commune à toutes les solutions d'efficacité énergétique, même la rénovation. C'est comment on calcule les économies d'énergie, puisqu'on va comparer une situation qui existe à une situation qui aurait pu exister. Et donc, c'est forcément basé sur des modèles. Alors, voilà. Donc ça, pour en fait trancher sur ça, on propose une solution qui est indexée sur la surface du bâtiment. Et en moyenne, tout se passe comme si il y a un partage de l'économie, effectivement, entre le client et nous. Voilà. Donc, pour résumer, si on fait faire 10 000 euros d'économie, en gros, ça se passe comme si l'hôtel économise 5 000 euros, la société prend 5 000 euros, et puis après, ça va dépendre. Il y a énormément de paramètres qui influent sur le gain économique à réaliser, le prix de l'énergie payé par nos clients. Voilà. Donc, alors, on est au salon Food Hotel Tech. Vous avez beaucoup parlé bâtiment, énergie. Donc, sur la partie hôtellerie, j'ai bien compris. Est-ce que vous sauriez aussi aider les milliers de restaurateurs qui souffrent de la hausse de leur coût d'énergie plus largement pour la cuisson, pour le maintien de température? Enfin, est-ce que ça, vous savez travailler aussi là-dessus? Alors, il y a 2 points pour répondre à cette question. Alors, le premier point, c'est qu'on va aller gérer en fait, des postes de consommation qui sont pilotables. Le chauffage de la climatisation est quelque chose de pilotable, puisque quand on éteint le chauffage, typiquement, la température ne va pas chuter directement. Pareil pour la production d'eau chaude, par exemple. On arrive avec les ballons d'eau chaude à conserver quelque chose. Sur la partie cuisine, on n'est pas sur des postes pilotables. Voilà. Donc ça, c'est assez compliqué. Et deuxième point de réponse, c'est qu'effectivement, il y a une taille de bâtiment auquel on va s'adresser. Alors,
il y a énormément de solutions qui peuvent exister, des GTB sur le marché, donc c'est des solutions qui sont très, très onéreuses. Nous, on se positionne, on est souvent étiqueté comme étant la solution du petit tertiaire. Voilà. Généralement, les solutions se mettent sur des bâtiments de plus de 5000 m². On arrive à équiper des bâtiments qui sont en dessous de 1000 m², donc ça, c'est une innovation en soi. De là, aller équiper des bâtiments qui en font entre 150 et 200, c'est encore un step qu'on n'a pas passé. Ok, merci. Voilà. Oui, alors, moi j'ai vu que vous étiez, et je comprends très bien, dans un aspect bâtiment et bureau, parce qu'on arrive assez facilement, au bout de quelques temps, à avoir des habitudes. Dans l'hôtellerie, nous, les clients, ils sont totalement différents les uns des autres. Ils vont rentrer à midi pour prendre une douche et repartir l'après-midi. Donc, si on leur coupe le chauffage ou la climatisation, comment vous gérez cet aspect justement de pluralité et de... Voilà. Très, très bonne question. Ça a été, c'est la raison pour laquelle on a commencé et on s'est spécialisé dans l'hôtellerie. Et d'ailleurs, la dame qui est juste derrière vous, c'est le bâtiment dans lequel on a testé ça. Voilà. Alors, très bonne question, parce que faire des économies sur le chauffage et la climatisation, je vous dirais, c'est pas très dur si on coupe tout. Donc là, on fait 100% d'économies et par contre, les clients ne sont pas contents. Et donc, on s'est demandé quel est le type de bâtiment tertiaire sur lequel on allait pouvoir vérifier qu'on ne génère pas d'inconfort. On s'est dit l'hôtellerie, c'est le domaine le plus complexe parce que jamais les mêmes personnes et parce qu'en plus, si on prend des commentaires sur Booking, Expedia, etc., sur le fait qu'on génère de l'inconfort, ça nous être remonté de suite. Voilà. Et ça a extrêmement bien marché et on s'est rendu compte qu'il y avait quasi pas de concurrence sur le fait de passer des consignes pendant qu'il y avait des personnes dans les mêmes pièces. Voilà. Là, je n'ai pas encore répondu à votre question. Donc, pour l'instant, ensuite, les bâtiments hôteliers sont des bâtiments qui sont ouverts 24 heures sur 24. Donc on a 24 heures pour faire des gains. Et ces gains, en fait, il faut les placer au bon moment. Tout est là, en fait, l'apprentissage de ce mois pour essayer de comprendre comment se comportent vos bâtiments, savoir que telle zone, elle est au sud et que telle autre, elle est au nord. Et donc, finalement, il va y avoir des aspects d'apport gratuit, etc. Voilà. Et l'interconnexion à des systèmes que vous utilisez, effectivement. On parle beaucoup de PMS. On est effectivement aussi compatible avec la majorité des PMS du marché. Et donc, en agrégeant toute cette donnée-là, on arrive justement à placer ces gains au bon moment. Et puis, le fait que les occupants conservent la possibilité de toucher à leur télécommande et de réagir en temps réel. C'est-à-dire, si quelqu'un arrive dans sa chambre, allume la climatisation, on comprend qu'il est là, on comprend qu'il a besoin de chauffage à ce moment-là, et puis on reprend la main de manière très, très, très progressive. Qui fait qu'au final, même la plupart des occupants ne se rendent même pas compte de la présence du système. Et c'est comme ça qu'on a pas de retour client. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses dans ma réponse. Mais... Oui, je vois que c'est effectivement, ça m'amène à une autre question. C'est beaucoup dépendant du bâtiment. Est-ce que votre outil va jusqu'à conseiller à l'hôtelier des positions de chambre en fonction d'un indice énergétique, c'est-à-dire on est en plein été, je vais mettre mon client d'abord au nord parce que j'aurai besoin de moins de climatisation. Et est-ce que je peux concentrer, effectivement, est-ce que votre outil permet de concentrer les clients dans des chambres de façon à pouvoir chauffer qu'une partie du bâtiment et pas une autre, par exemple? Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, on ne le fait pas. Tout simplement pour une histoire de priorisation des tâches, mais c'est effectivement prévu dans le plan de déploiement. Et là, il va y avoir deux choses. Il y a effectivement avoir le standing des chambres, c'est-à-dire que si on veut faire notamment de l'upsale, etc., ne pas empêcher ça. Et aussi, il y a toute une histoire de comment les systèmes de chauffage sont branchés entre eux. Est-ce que finalement, le fait d'allumer une chambre au premier étage fait que le moteur qui alimente le premier étage démarre tout en même temps? Donc voilà, c'est pas si trivial que ça à mettre en place, mais c'est effectivement quelque chose sur lequel on voudrait travailler et qui permettrait d'aller encore plus loin dans les gains énergétiques. Voilà. Merci. Encore désolé pour le petit oubli. Du coup, ça y est, on a écouté nos 5 sociétés, donc je ne fais pas d'autres bourdes. Merci Sabine. On va laisser le jury, du coup, 5 minutes pour délibérer, et puis nous aurons à ce moment-là le gagnant de l'award.
Avant qu'il fasse la délibération, est-ce que tu veux faire monter tous les lauréats? Enfin, tu le vois comment? Alors, on va faire monter tous les lauréats et après. Ah, Ouais. tu veux qu'on en profite maintenant pour faire ça? Non, enfin après ça c'est quand vous voulez, mais c'est qu'à un moment qu'on ait les 5. Ouais, je veux les 5. Après, je veux aussi avec le jury. Après, je veux aussi avec Karen. Ok. Voilà. Ouais, du coup on en profite de faire une photo officielle à ce moment-là. Ouais, comme ça, je veux On laisser. l'annonce, clac, on la Ah, fait. absolument, ouais, Ouais, allez, tout à c'est fait. bien. Comme ça, c'est maintenant. Non, non, enfin, Comme d'habitude. Vous êtes frères et sœurs. Il y en a une troisième aussi. Travaillez le coup. Vous avez un stand C'est grâce à nous. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on veut essayer de faire ça, c'est de dire, est-ce que vous avez chacun un ordre? On voit déjà s'il y a un processus sur des gens qui sont mieux placés que d'autres, moins bien placés. Histoire de... Je suis dans le premier, donc là il y a un ici. Faciliter la tâche, si vous voulez directement le grand client, On essaye de faire un truc synthèse. Bah, on va la faire juste J'en après fais avec plein. les. Ouais. Ouais. Et avec les participants. Ah, on m'entend? Ah. Ouais, on peut faire une somme, quoi. Voilà. Et après, Roulement de tambour. C'est moi. ouais, mais il est loin derrière. C'est spontané. Ouais, il est derrière. Ah oui, pardon. Ouais, c'est agréable.
Ah bah tu peux, voyez, je vous laisse maintenant prendre la main. Moi, j'annonce que le contexte tu annonces. Bon, alors, on a un verdict à partager. La première chose, c'est que c'est super dur comme exercice pour le jury que nous sommes. Parce qu'en fait, il y avait 5 solutions. Vous l'avez peut-être décrypté en même temps que nous. Hein, entre l'amont du marché, la conception et l'aval très opérationnel de comment on va jusqu'à piloter de manière ultra concrète les ventes ou comment on va jusqu'à piloter la réduction de déchets. Il y a 5 solutions qui nous semblent super et différenciantes. Voilà. Et après, dans la discussion finale entre nous, on a pas mal discuté à chercher. Voilà. Il n'y a qu'un prix à retenir. Donc il y en a un qui a été retenu. Je te laisse le partager, Karen. Donc, petit suspense. C'est Full Soon qui a gagné. Mais je voudrais quand même féliciter les autres parce que j'ai eu le bec vraiment du jury et c'était très, très, très difficile de dire qui était le gagnant final. Mais voilà, là, c'est Full Soon. Donc, je vous invite à récupérer votre award. Et il y avait quand même on a fait une présélection quand même assez drastique aussi. Donc voilà, c'est quand même les 5 derniers qui restaient en lice. Donc bravo à tous. Merci. Vous voulez pas dire un mot? Allez. On va faire notre photo.